Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici tout de suite les titres de ce lundi. L'hommage national à Jacques Chirac. L'ex-président a été inhumé dans l'intimité familiale. Un peu plus tôt, les hommages militaires lui ont été rendus par le président français Emmanuel Macron dans la cour des Invalides, avant une cérémonie en l'église Saint-Sulpice. Récit de cette journée de deuil national dès le début de ce journal. Outre les anciens présidents français, ce sont plus de 80 personnalités étrangères, dont des chefs d'État et de gouvernement actuels ou passés, qui ont fait le déplacement. Bill Clinton et Vladimir Poutine étaient présents, mais il y avait aussi des absents. Analyse à suivre. Une victoire et des questions en Autriche. Le conservateur Sebastian Kurz est arrivé en tête des législatives hier. L'extrême droite a subi un revers. Quelle coalition pour former un gouvernement? Nous passerons en revue sur ce plateau les différentes options. Et puis vous avez connu la crise entre la Grèce et l'Union européenne à la une des journaux. La voici désormais à l'écran, au cinéma. À la fin de ce journal, rencontre avec le réalisateur du film, Costa Gavras. Le temps s'est figé lorsque le président français Emmanuel Macron a observé 1 minute de silence solennel devant la dépouille de Jacques Chirac ce matin. Le cercueil a quitté les Invalides en convoi funéraire pour rejoindre l'église Saint-Sulpice dans la capitale. Une cérémonie officielle s'est ensuite déroulée sans Bernadette Chirac, l'épouse de l'ancien président, trop affaiblie, mais en présence du chef de l'État Emmanuel Macron et d'au moins 80 personnalités étrangères, des chefs ou anciens chefs d'État et de gouvernement. Récit de cette journée, signé Maxime Bios-Duplan. C'était le dernier adieu public à Jacques Chirac. La messe de funérailles ce lundi à Saint-Sulpice à Paris a rassemblé plus de 2000 personnes et à l'invitation de l'Élysée de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Après les honneurs militaires aux Invalides le matin, cette cérémonie a marqué le sommet des hommages à l'ancien président français, pour qui une journée de deuil national a aussi été décrétée, comme pour le général de Gaulle, Georges Pompidou et François Mitterrand. Adieu et merci, Monsieur Chirac. C'est par ces mots qu'a conclu son homélie Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, qui a souligné la fraternité, l'humanisme et la conscience écologique de l'ancien président. Jacques Chirac devait être ensuite inhumé au cimetière du Montparnasse auprès de sa fille Laurence, décédée en 2016. Un enterrement dans une stricte intimité familiale, comme l'a souhaité Bernadette Chirac, la veuve de Jacques Chirac, et qui n'était pas présente à Saint-Sulpice, car trop affaiblie. Et vous l'avez vu, parmi les 80 leaders mondiaux, chefs ou anciens chefs d'État et de gouvernement, l'ex-président Bill Clinton ou encore le président russe Vladimir Poutine. Pour en parler, Valérie Goria, grand reporter que l'on retrouve au cœur de la rédaction d'Euronews. Valérie, qu'est-ce que cela dit de la stature internationale de l'ex-président ? Alors c'est vrai que les personnalités étrangères présentes sont un peu les témoins d'une époque révolue, mais aussi des moments les plus marquants de la politique étrangère de Jacques Chirac. Côté européen, on a vu notamment l'ex-président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui s'est dit dévasté par la mort de Jacques Chirac, souvent considéré comme un grand Européen, un fervent défenseur de l'unité européenne. Ça n'a pas toujours été le cas dans les années 70, c'était plutôt le contraire, 70 et 80. Puis Jacques Chirac s'est mué en champion de l'élargissement et de l'euro, même si ses détracteurs considèrent que ses choix étaient plus opportunistes que bénéfiques à l'Union européenne. Et en dehors de l'Union européenne, la présence la plus remarquée a sans doute été celle de Vladimir Poutine, qui a toujours fait état de son admiration pour Jacques Chirac. Lors d'une interview au Financial Times l'été dernier, il l'a même comparé, on lui a demandé quels étaient les leaders qu'il admirait le plus. Il a évoqué le tsar Pierre le Grand, empereur de toutes les Russies, et Jacques Chirac. Il le considère comme un intellectuel, un fin politique qui a su défendre son pays et surtout qui a fait preuve, selon lui, d'une vision juste en refusant de s'engager dans la guerre en Irak et en prévoyant les conséquences de cette guerre lorsqu'il s'est opposé aux côtés de la Russie et de l'Allemagne. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu une grande popularité dans le monde arabe. On a vu la présence aujourd'hui de Saad Hariri, le Premier ministre libanais, dont le père était un proche de Jacques Chirac et a été assassiné en 2005. Les positions de Jacques Chirac au Moyen-Orient, notamment en faveur des Palestiniens, ont beaucoup marqué le monde arabe.
on se souvient de son coup de gueule dans la vieille ville de Jérusalem quand il avait repoussé des soldats israéliens qui tentaient de refouler des Palestiniens. Alors côté africain, peu de représentants, mais on a pu noter la présence de Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville depuis 1997. Et là, c'est un représentant en quelque sorte de l'époque de la France-Afrique. Et Jacques Chirac est connu pour avoir soutenu un certain nombre de dirigeants africains jugés peu recommandable. Mais c'est aussi l'homme qui a déclaré qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient du pillage de l'Afrique à laquelle il fallait rendre justice et rendre ce qu'on avait pris. Alors, des présents et des absents tout de même, hein, Valérie. En effet, bon, les chefs d'État de grande puissance, en général, n'étaient pas au rendez-vous. Premier grand absent, Donald Trump, et aucun représentant de son administration, même si l'ambassadrice américaine à Paris était là. Donald Trump n'a pas non plus rendu d'hommage officiel à distance au président français, et d'aucuns prétendent que c'est en raison des positions de Jacques Chirac en Irak en 2003. Pas de représentant du gouvernement israélien, Netanyahou n'était pas présent. Après, côté européen, grand absent, le gouvernement britannique, mais ça, on peut s'imaginer que Boris Johnson a d'autres préoccupations. Lui avait rendu un hommage appuyé à Jacques Chirac. On a remarqué également l'absence de Gerhard Schröder, l'ex-chancelier allemand, mais qui, lui, ne serait pas venu car il pensait n'avoir pas été invité, mais ça n'a pas une réelle portée politique. Jacques Chirac, reconnu pour son opposition à l'extrême droite dans l'entre-deux tours de la présidentielle en 2002. L'extrême droite qui a dégringolé hier soir en Autriche dans le scrutin législatif. L'ex-chancelier conservateur Sebastian Kurz est arrivé en tête, suivi par les sociodémocrates. Le FPÖ, qui a été empêtré dans un scandale de corruption, arrive troisième et perd 10 points. C'est une victoire pour Sebastian Kurz, mais il lui faut trouver un ou deux partenaires de coalition. Alors pour en parler, Anja Bantz du service allemand d'Euronews. Bonsoir Anja. Alors quelles sont les options qui s'offrent à Sebastian Kurz ? Sur le papier, il y a 4 options. La première, c'est de renouer avec son ancien partenaire du FPÖ, qui lui donc a dégringolé lors de cette élection et qui se trouve affaibli par les affaires qui continuent de se dévoiler, donc qui doit faire un peu de ménage dans ses rangs. Donc il semble pour le moment plutôt improbable qu'il renoue avec cette relation de laquelle il s'est un peu distancié lui-même, et pour se refaire, on va dire, respectable. Et le deuxième choix, il semble très improbable aussi, c'est revenir avec les sociodémocrates, le SPÖ, qui eux ont eu un résultat historiquement bas, qui eux aussi doivent faire le ménage dans leur rang et qui sont peu enclins de refaire ce qu'on appelle une grande coalition, même si ça a déjà existé en Autriche, mais c'est un modèle, on va dire, qui a vécu. Troisième option, les Verts, donc, on arrive aux Verts, qui eux donc sont les autres grands vainqueurs de la soirée, qui ont surfé donc sur la vague Greta Thunberg, qui arrivent avec un nouvel élan, mais qui ont vraiment des problèmes de convergence avec le EVP de Sebastian Kurz. Il y a une troisième, une voie 3 bis, je dirais, la Dirndl-Koalition, c'est-à-dire une coalition qui se ferait avec les libéraux des Néos, mais ce sera un peu court au niveau voix, donc il faudrait un troisième partenaire, et c'est soit les Verts, soit personne. Une quatrième possibilité, c'est un gouvernement minoritaire, mais bon, ça c'est très difficile à négocier. Merci beaucoup Anja pour toutes ces précisions. 4 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen qui a provoqué de fortes retombées de suie, de la toux, des maux de tête et même des vomissements chez certains habitants, les autorités ont bien du mal à rassurer la population sur les risques de pollution. Samedi, le préfet de Normandie avait pourtant évoqué une situation normale de la qualité de l'air. Le gouvernement avait promis une totale transparence. Les autorités des Hauts-de-France ont pourtant interdit dimanche par précaution la récolte des cultures et des denrées alimentaires d'origine animale, ce qui suscite évidemment l'inquiétude des agriculteurs. Des prélèvements doivent être effectués à partir d'aujourd'hui dans l'Oise et ce soir, le ministre de l'Agriculture a promis une indemnisation totale aux agriculteurs impactés.
Dans le reste de l'actualité européenne et internationale, nous vous proposons un tour d'horizon des choix de nos confrères des différents services linguistiques d'Euronews. Et ce lundi, nos collègues grecs se sont penchés sur cet incendie qui a coûté la vie à une femme et un enfant dans le camp de réfugiés de Moria, sur l'île de Lesbos en Grèce. C'est le camp le plus important d'Europe. Le maire de Lesbos et le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies ont exhorté les autorités grecques à trouver une solution pour mieux gérer les flux. Ce soir, le gouvernement grec a annoncé vouloir renvoyer 10 000 migrants en Turquie d'ici la fin 2020. L'équipe allemande d'Euronews relate de son côté ce premier grand procès de consommateurs en Allemagne contre Volkswagen qui a débuté aujourd'hui, 4 ans après l'éclatement du Dieselgate. Plus de 450 000 clients demandent réparation pour leur voiture diesel truquée. En 2014, le groupe automobile allemand avait avoué l'installation délibérée sur 11 millions de véhicules d'un logiciel qui faisait paraître la voiture moins polluante qu'elle ne l'était. Et puis les journalistes hongrois d'Euronews ont exploré aujourd'hui les entrailles de la Terre. Il s'agit d'une formation lancée par l'Agence spatiale européenne qui se déroule dans des grottes en Slovénie. Objectif pour ces 6 astronautes, travailler en équipe dans des conditions hostiles en vue de collecter et d'analyser des données scientifiques. C'est cette semaine que se joue le sort des candidats au poste de commissaire de l'Union européenne qui formeront l'équipe de la future présidente Ursula von der Leyen. Mais avant d'être auditionnés par les eurodéputés, il leur faut déjà passer entre les mailles du filet de la commission parlementaire. Le Hongrois László Trócsány et la Roumaine Rovana Plumb ont déjà été retoqués pour conflit d'intérêts présumés. La Hongrie a d'ores et déjà présenté un nouveau candidat, l'ambassadeur hongrois à Bruxelles, Olivier Varhelyi. La candidate de la France, Sylvie Goulard, doit être auditionnée quant à elle mercredi. C'est une tragédie grecque des temps modernes qui a marqué l'Europe justement et elle est portée sur les écrans au cinéma. Dans Adults in the Room, qui sortira dans les salles début novembre en France, le réalisateur franco-grec Costa Gavras livre son regard sur le bras de fer entre la Grèce et l'Union européenne lors de la crise de 2015. Et dans cette exploration des coulisses, un novice, le ministre des Finances de l'époque, Yanis Varoufakis, interprété par Christos Loulis. Stéphane Amalian nous en donne un avant-goût. Le cinéaste Costa Gavras s'intéresse à la crise grecque de 2015 dans son nouveau long métrage. Au cœur de l'intrigue, le gouvernement de gauche d'Alexis Tsipras face aux créanciers du pays. Le film met à l'honneur Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances, durant une période sombre où l'idée d'un Grexit avait fait son chemin. Je pense que les réactions à propos d'un film sont quelque chose de normal. Ce film correspond à une période difficile vécue par les Grecs. Ils connaissent très bien ces événements. Chaque citoyen grec a son propre point de vue. Il perçoit ce qu'il s'est passé à sa manière. Là, quelqu'un lui montre cette période sous un angle différent. C'est ma perception. Vous pouvez alors avoir vos convictions. Regardez-le et vous pourrez alors décider. Après la première du film à la Mostra de Venise, les réactions ont été très intenses, en particulier de la part d'internautes grecs, alors même que le long métrage n'était pas sorti à Athènes. La plupart des commentaires très orientés politiquement ont été supprimés. Je crois que nous devons parler de tout cela et faire face aux événements quand ils sont encore frais, très récents. Le temps, bien sûr, aide les émotions fortes à se calmer et nous aide à trouver la distance nécessaire. L'art nous aide également à nous éloigner des événements récents. Adults in the Room sera à voir dans les cinémas grecs à partir du 3 octobre, en Espagne le 18 octobre et en France dès le 6 novembre. Le peuple grec a des obligations. This will lead to closure of your banks and to an exit from the Eurozone. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. L'information continue tout de suite sur Euronews et euronews.com dans toutes les langues. Je vous donne rendez-vous demain soir ici même pour Euronews Soir. Passez une excellente soirée sur notre chaîne.